Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Biology Sucks. Comme dit dans l'épisode précédent, on va parler des trucs qui sont chiants en biologie, soit directement, soit indirectement. Et ici, précisément, on va parler d'une technique qui s'appelle le Western blot. Quand vous allez à l'hôpital ou que vous allez faire une prise de sang et que vous êtes dans stress, dans l'attente de vos résultats, sachez que de l'autre côté, il y a très probablement un étudiant, oui, un étudiant, parce que c'est très probablement un étudiant qui fait cette manip de merde, un étudiant qui, de son côté, est à moitié en train de pleurer parce qu'il a peur que son Western blot ne marche pas. Et là, vous vous dites, mais bordel, c'est quoi le Western blot? Ça fait 5 minutes que le type y parle, on sait toujours pas ce que c'est que cette manip de merde. Et oui, je suis comme tout bon politicien français, je parle pour rien dire, j'essaie juste que vous restiez le plus longtemps possible sur ma vidéo pour gagner le plus d'argent. La seule différence, c'est qu'à la fin de mon speech, il n'y aura pas de diminution de l'argent public. Le Western blot est une technique qui permet de détecter les protéines. Dans une cellule, il y a l'ADN qui va donner les ARN qui vont donner les protéines. Et ces protéines-là vont permettre aux cellules de faire tout ce qu'elles ont envie de faire, c'est-à-dire bouger, mais aussi proliférer et se différencier. Par exemple, la dystrophie musculaire de Duchenne, ou aussi appelée la DMD pour les intimes, il y aura la présence d'une protéine spécifique qui est appelée la dystrophine dans les cellules musculaires. On va donc faire un Western blot dans ces cellules musculaires. Si ce Western blot est positif, alors il y aura la présence de cette protéine et donc le diagnostic sera posé. C'est une méthode qui date depuis les années 80 et elle n'a pas bougé depuis. Pourquoi? Parce que c'est l'une des seules méthodes qui permet d'avoir une analyse quantitative mais aussi qualitative des protéines. En gros, savoir s'il y a la présence de cette protéine dans un échantillon et si oui, en quelle quantité. Et en plus de ça, elle est pas chère. Et là vous vous dites, ah mais s'il y a Western blot alors il y a peut-être Northern blot et Southern blot? Et bien justement mon con, effectivement, en réalité le nom Western blot a été donné en clin d'œil au nom Southern blot qui permet de détecter, lui, les ARN. En gros, en 1975, une technique a été créée qui s'appelle le Northern blot. Cette technique-là permet de détecter l'ADN. 2 ans plus tard, en 1977, une deuxième technique a été créée. Elle, c'est le Southern blot parce qu'elle permet de détecter l'ARN. Et en 1980, c'est là où la technique du Western blot a été créée, donc pour détecter les protéines. Et là, vous vous dites, mais attends, il y a peut-être une technique qui s'appelle le Eastern blot, non? Et ben, vous savez quoi? Oui, par contre, elle est vraiment pas connue. Elle est tellement pas connue que moi, perso, je la connaissais pas du tout. On m'en avait jamais entendu parler. En gros, elle n'est pas connue parce qu'elle n'a jamais été standardisée. En gros, le but de cette méthode, c'est de voir un groupement spécifique sur les protéines. Bon, très franchement, on s'en fout, vous pouvez l'oublier. Mais alors, pourquoi cette technique, elle est chiante? Parce que détecter des protéines et les voir, ça doit être cool, non? Du coup, ça doit être marrant à faire. Mais parce que tout peut foirer dans cette technique, j'ai jamais vu ça. Déjà, premièrement, elle prend des plombs. En gros, c'est 24 heures minimum. Très souvent, c'est plutôt 48 heures. Ce qui veut dire que si vous attendez à l'hôpital et vous trouvez ça long, bah sachez que c'est normal. Il y a des techniques où on ne peut pas réduire le temps. On est obligé d'attendre. Donc, les étapes d'un Western blot. Tout d'abord, vous préparez un gel. Et dans ce gel-là, vous allez ajouter vos échantillons. Ensuite, vous allez appliquer un courant. En gros, le courant va permettre de séparer les protéines en fonction de leur poids. Au départ, vos protéines, elles vont être ici, et à la fin de l'expérience, elles vont finir toutes ici. Leur disposition finale va dépendre de leur poids. Plus elles sont grosses, moins elles migrent moins. Donc, les grosses protéines vont être ici, et les petites protéines vont être là. Bon déjà, premier problème, il est possible de se tromper lorsque vous appliquez le courant. En gros, vous mettez le courant dans le mauvais sens, et les protéines, elles vont dans le mauvais sens et donc elles se barrent et ça, vous ne pourrez pas les récupérer. Et le dire à votre boss, je vous jure, vous passez pour un con, c'est génial. Et là vous dites, mais c'est pas compliqué de pas se gourer dans le sens du courant, non? Alors oui, c'est pas compliqué, mais je vous jure, ça arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. Ensuite, vous allez transférer les protéines qui sont présentes sur le gel à une membrane. Cette membrane est ce qu'on appelle une membrane de nitrocellulose. Cette membrane, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle capte toutes les protéines, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas toucher cette membrane avec vos doigts ou n'importe quoi, parce qu'en réalité, elle va capter la totalité des protéines qui sont présentes. Donc, vous l'imaginez bien, elle est super chiante à manier. Et en plus de ça, il faut pas la tordre, il faut faire super gaffe, et machin, ça casse les couilles. Mais pour faire ce transfert, il faut mettre le gel sur la membrane de nitrocellulose. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le gel est extrêmement fragile. Donc, il faut faire super gaffe quand vous le manipulez. Mais la membrane, elle aussi, elle est super dure à manipuler, puisque comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas la manipuler avec votre main. Sinon, vous mettez vos protéines et c'est fini. Et le gel, lui, s'il se casse,
c'est fini aussi, vous avez plus de protéines, il faut recommencer depuis le début. Donc vous avez un gel qui se casse super facilement, s'il est cassé, c'est fini. Et si vous avez une membrane, et si vous la cassez, vous la broyez, ou quoi que ce soit, vous la touchez, c'est fini, vous n'aurez pas de résultat non plus. Sans déconner, c'est trop relou. Mon chat est d'accord. Et ensuite, pour faire ce transfert, il faut appliquer le courant. Pareil ici, si le courant vous le mettez dans le mauvais sens, c'est terminé, vos protéines, vous les avez perdues. Et encore une fois, le dire à votre boss, vous passez pour un rond, c'est génial. Ensuite, il faut rajouter un anticorps primaire. Cet anticorps primaire va permettre de reconnaître les épitopes autour de votre protéine. En gros, vous imaginez votre protéine, autour, il y a ce qu'on appelle des épitopes. Ça permet de les reconnaître. Par exemple, ici, les épitopes, ça serait les triangles rouges. Vous ajoutez donc ici un anticorps qui reconnaît les triangles rouges. Ensuite, on rajoute un anticorps secondaire. Cet anticorps secondaire-là va permettre d'augmenter le signal, mais aussi de le détecter. Il va reconnaître l'épitope de l'anticorps primaire. Comme je l'ai dit, toutes les protéines ont des épitopes. Et étant donné qu'un anticorps est une protéine, il a des épitopes aussi. Ensuite, on va faire une détection et on va enfin voir nos protéines. Et ensuite, on va enfin pouvoir analyser. Bref, c'est interminable, on n'en peut plus. Et si je vous ai perdu, c'est pas grave parce que très franchement, nous aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bourré d'étapes, que c'est super chiant, super relou, mais qu'en plus de ça, chaque étape dure 2 heures et que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas diminuer ce temps. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que lorsque vous avez vos résultats, et imaginons que vous avez des résultats négatifs, vous savez c'est quoi la première chose qu'on vous dit? Refais-en un, parce que très franchement, ça ne marche jamais. Et oui, parce que cette technique donne beaucoup de faux négatifs. Parfois, les anticorps ne marchent pas très bien, que ce soit primaire ou secondaire, les protéines qui sont pas forcément très bien non plus, l'expérimentateur qui peut foirer, et des fois ça marche pas parce que ça marche pas, personne peut l'expliquer. Enfin si, peut-être que c'est dû à l'inflation. Je vais m'enseigner. Voilà un exemple de résultat de Western blot. Vous voyez ici, il y a une bande, ça veut dire qu'il y a la protéine. Ici, il n'y a pas de bande, donc il n'y a pas de protéine. C'est très facile à analyser, et c'est très probablement parce que c'est extrêmement facile à analyser que c'est sur cette technique qu'il y a le plus de triche. Ouais, parce qu'avec l'avènement de Photoshop, il est extrêmement facile de faire apparaître une bande comme par magie. En tout cas, dans l'idée, c'est une super méthode, mais malheureusement, dans les faits, vraiment pas. D'ailleurs, personnellement, c'est la méthode que je déteste le plus. Et dans toutes les personnes que je connaisse, c'est la même chose. C'est tellement ça que, en fait, on la refile tous aux stagiaires. Et ouais, parce que les stagiaires, ils sont contents de faire des techniques. Et donc, ils sont très contents de faire des Western blot. Et nous, on est très contents de pas les faire. Et donc, ils vont les faire, mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que c'est hyper chiant. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les refiler aux stagiaires. Ça s'appelle le cercle vertueux des Western blot. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mais aussi que vous avez appris des choses. Si vous avez apprécié, merci de mettre un like et aussi de vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous et écoutez la science. Ciao!